D'où est né ce projet? Dis-moi tout sur Kin. C'est né sur Bromance en fait à l'époque, qui était un label de Paris. Où apparaissait notamment Brodinski, Gazafelstein. Exactement. Et donc à cette époque-là, j'avais sorti déjà quelques morceaux sous ce nom. Et c'est vrai qu'avec Romain, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble sur un projet qui mélangeait musique, vidéo et plus. Intriguant. Et donc c'est un peu un reboot du projet avec ce single, du coup la Neo Surf. Vous dites que Generation se situe dans un monde proche de 1034, dans un monde désabusé, abîmé, un monde à la poésie déroutante incarné par une jeunesse désœuvrée. Mais ça c'est pas 2034, c'est 2022. Le présent nous rattrape en fait. Non mais c'est vrai que nous c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler avant le Covid. Et c'est vrai qu'en fait le futur arrive très vite. Ouais. Ça a l'air très compliqué. On avait ici Alain Damasio, auteur de science-fiction, qui nous disait que ça devient de plus en plus compliqué de faire de l'anticipation en fait. Tellement les événements nous dépassent qu'on n'arrive plus à anticiper ce qui va se passer, que tout ce qui paraissait de la pure fiction arrive. Ah non mais là on a eu, je pense qu'on a eu une décennie assez dingue dans l'imprévisible quoi. Je pense que ça a un peu commencé par les années Trump. On vit dans South Park, c'est complètement fou. Donc c'est assez dur, mais en même temps c'est. Les élections françaises vont être très South Park, je pense. Ouais, je pense que ça a l'air. Je pense qu'on est bien parti là. Très Garrison. Et quand on a été toujours le plus jeune de toute une bande de DJ qui a sillonné le monde entier, et qu'on arrive maintenant avec un projet majeur comme Generation, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se dit en fait, moi j'ai l'impression que t'as toujours grandi dans la lumière en fait, que plein d'artistes grandissent dans l'ombre, font des échecs, et que toi, ton apprentissage, il a été aux yeux de tout le monde. Ouais, après c'est vrai que quand j'ai commencé à sortir de la musique, en fait, genre vraiment j'étais hyper limité techniquement. Et en fait, c'est un peu ça qui a fait que j'ai pu faire la musique différente en fait à ce moment-là. Et c'est vrai que j'étais très vite en tournée, à jouer devant à jouer sur des très, très grosses scènes très tôt. Et ouais, j'ai complètement appris, j'ai appris en faisant quoi. Producteur émérite qui a commencé à la fin des années 90 et qui vient de produire le morceau Neo Surf du groupe Generation. Quel a été ton premier contact avec la musique, Surkin? Je dirais que j'avais une sorte de guitare un peu cassée quand j'étais petit que m'avait offert mon frère. Et c'est peut-être ça mon premier contact, en tout cas avec un instrument. La première fois que j'ai écouté de la musique, je pouvais pas vraiment. J'ai pas de souvenir très marquant de ça, mais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit je vais en composer? Ouais, je me souviens, la première fois où je me suis dit que j'allais en composer, c'était. En fait, quand je me suis rendu compte qu'avec un ordinateur, je pouvais faire en fait des morceaux. C'était l'époque où c'était la grosse période MK2, MPC, que moi je pouvais pas vraiment me payer. Une platine, un sampler. Ouais, j'avais pas d'argent pour m'acheter des MK2 ni MPC. En fait, je me suis rendu compte qu'avec des logiciels sur le PC familial qu'on avait, je pouvais en fait faire des morceaux qui étaient complètement nazes, mais qui en tout cas qui existaient quoi. Et c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit genre mais en fait pas besoin de ces trucs. Et je me suis mis à pirater des logiciels et à commencer à faire des morceaux comme ça quoi. À quel moment ta musique, t'as décidé de la faire écouter à d'autres gens? Hyper vite, parce que j'avais un mini disque à l'époque, donc je m'empressais d'enregistrer ça sur des mini disques et de passer ça dans les soirées. Dans les soirées où j'allais, pour le meilleur ou pour le pire, mais j'ai fait assez vite écouter des trucs. Ouais. Quelles ont été les premières personnes réceptives à ta musique? Je dirais mes potes de l'époque, je pense par politesse. Donc ouais, je pense que c'était mes potes d'adolescence. Retrouvailles ensuite sur le label Institube. Connexion avec un label qui avait été monté à l'époque par Parawan, Tactile, Tequila Tex et toute la bande. Exactement, ouais. En fait je parlais avec eux sur internet, sur les forums de discussion de l'époque et c'est eux qui ont sorti mes premiers morceaux. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu as commencé à te dire je vais faire ça de ma vie ou tu avais encore autre chose en tête? Moi à l'époque j'étais en train de faire une école d'art et on va dire que l'avenir que ça m'offrait n'était pas forcément genre beaucoup plus sûr qu'une carrière dans la musique. Donc j'ai un peu saisi l'opportunité qui se présentait. J'avais envie de venir à Paris et je commençais à être booké dans des soirées un peu partout, en Suède, en Angleterre. Et c'est vrai que je me suis pas posé trop de questions. J'ai un peu sauté sur l'occasion quoi. Juste rappelle, t'avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé à faire mes premières tournées, je devais avoir 18 ans, je pense. Ouais.
Réinventer la pop, c'est une des ambitions de ce que tu fais depuis le début. Et dans tes inspirations, tu as choisi quelqu'un qui incarne la pop comme personne, avec un duo de producteurs incroyable derrière elle. C'est Janet Jackson avec Rhythm Nation. Sorti en 1989, paroles ont été écrites par Janet Jackson elle-même. Jimmy Jam et Terry Lewis, les deux producteurs exceptionnels, étaient derrière. La production dans cette chanson prend tout son sens. Est-ce que une bonne chanson, c'est une rencontre entre une interprète comme Janet et un duo de producteurs? Je pense qu'il y a ça, et en plus, en fait, au-delà de ça, j'ai choisi ce morceau parce qu'en fait, tout cet album et tout ce projet, qui est évidemment très avant-gardiste au niveau de la production, il y avait aussi toute une histoire de film derrière, toute une esthétique genre hyper forte. C'était vraiment un package global où on a encore envie d'acheter les t-shirts maintenant, Rhythm Nation. C'est vrai, hein. Ils sont pas démodés ces t-shirts. Non, ouais, en fait, il y a un truc de vraiment, aussi genre pareil pour une auteure-interprète comme Janet, arriver vraiment avec un style à elle qui sortait complètement de l'esthétique de l'époque, et d'ailleurs il y a une sorte de film en noir et blanc qui est sublime. Moi je milite pour que Generation fasse un featuring avec Janet Jackson, voilà, c'est lancé. Mais Janet, elle nous écoute, hein, elle est en galère. Hein. Ah bah écoute, Janet c'était là. Et là, autre sélection de Surkin, c'est Cybotron avec Clear. Morceau de 1983. Cybotron, c'est Joan Atkins et Richard Davis. Joan Atkins a samplé de Hall of Mirror en 1977 et Home Computer de Kraftwerk. Pourquoi ce morceau, Cybotron? Parce que déjà, c'est un vrai pilier, là. C'est un des morceaux qui hyper important dans tout ce qui est musique électronique et techno de Détroit. Il y a un avant et après Clear de Cybotron, des mecs de Détroit qui se réapproprient justement l'esthétique un peu froide européenne de Kraftwerk et des trucs comme ça, mais qui injectent toute leur culture. Autre choix dans ta playlist, Young Thug avec Wyclef Jean. Young Thug, que dire à part que pour moi je le dis à chaque fois, c'est le nouveau Prince, ce mec. Sauf que Prince savait jouer de tous les instruments et que Young Thug a un seul instrument qui est sa voix. C'est vraiment un des meilleurs chanteurs en vrai. C'est le rappeur qui a les meilleures mélodies de chant, je pense, des 10 dernières années, quoi. À un moment, Kanye avait fait une comparaison entre lui et Bob Marley, et ça pourrait complètement être le Bob Marley de maintenant. Young Thug nous avait accordé un entretien dans Click où il disait que le point commun entre Kanye et lui, c'est qu'il venait d'une planète totalement différente. D'une deuxième terre. Complètement ça. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu as collaboré, tu dis on vit pas dans le même monde? Est-ce que ça t'est arrivé? Bah, je dirais MAE, ou comme on dit en France, Mia. C'est vrai que c'est une personne qui t'as vraiment l'impression qu'elle vit sur une autre planète, une autre manière de penser, une autre manière de voir la vie, et il y a un truc assez complètement inédit chez elle, qui dans le meilleur des sens, hein, mais et je crois que c'est une des personnes les plus spéciales avec qui j'ai eu la chance de bosser. Ouais. C'est ça les grands artistes, c'est ceux qui voient le monde et qui l'appréhendent avec un regard totalement neuf. J'ai l'impression, ouais, qui n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire, et qui ont l'indépendance de créer des choses complètement nouvelles, ou en tout cas d'arriver à mélanger des cultures et des influences qui sont censées ne pas être compatibles. C'est aussi le cas de Romain Gavras? C'est aussi le cas de Romain Gavras. Romain Gavras, que je connais depuis plus longtemps, donc c'est vrai que j'ai moins l'impression qu'il vient d'une autre planète, mais physiquement un peu, ouais. Mais quand on voit son esthétique et les choses qu'il raconte, ça dénote quand même à chaque fois. Il arrive quand même à réinventer, à esthétiser des choses qui sont pour plein de gens de l'ordre du banal. Ah bah c'est complètement, c'est vrai que c'est un œil complètement unique, et c'est pour ça que je pense que sa production vidéo a autant marqué une génération des gens du public, mais aussi énormément de gens qui maintenant se réapproprient des manières qu'il avait de filmer, et devenu la pop culture en quelque sorte, quoi. Exactement. Surkin nous gratifie de sa playlist sur Europe 1, et on commence avec un groupe qui vit encore dans le futur selon moi, parce que personne ne les a dépassés. C'est Outkast avec Pink and Blue, sorti en 2003 sur l'album Speakerbox de Love Below. On parle beaucoup du futur dans cette émission avec le projet Neo Surf. Qu'est-ce que Outkast a de futuriste selon toi? Plus que futuriste, je pense que il y a un truc genre qui dépasse vraiment les époques, en fait. C'est-à-dire que c'est futuriste dans le sens où on écoute ce morceau aujourd'hui, et qu'en fait il pourrait sortir demain, et ça ne semblerait pas bizarre. Je pense que ça a été dans le rap un des groupes qui a pris le plus de risques, notamment surtout avec ce double album qui mélangeait les sonorités électroniques comme personne. Ouais, et puis en plus la prise de risque à cette époque-là, un rappeur comme André qui se met à chanter, c'est quand même une époque où il y avait
tout ce truc un peu genre où le R&B était pas bien vu, c'était genre ah oui si t'avais un hook de R&B dans un morceau, c'était vraiment parce que tu voulais vendre des disques. Et lui c'est complètement fait un personnage et en fait il a écrit des vraies chansons et il y a un peu ce pouvoir de la bonne chanson qui dépasse en fait qui dépasse les périodes et puis il y avait aussi ce côté de réinventer la pop avec une façon de faire extrêmement underground. André 3000, c'est l'un des meilleurs rappeurs en vie jusqu'à aujourd'hui. Des couplets sont indépassables en termes de technique, de flow, d'écriture. Et c'est de se dire, l'un des rappeurs les plus techniques devient à la fois un chanteur de pop incroyable. Il y a Tyler qui a quelque part un peu reproduit ce schéma l'an dernier. Mais c'est vrai que ça reste quand même genre une trajectoire hyper unique et c'est vraiment le génie à l'état pur, moi je trouve.